cette conférence Réseau et data, la nouvelle donne des entreprises. Avant toute chose, avant de commencer, on va avoir Laurent Enoch, hein, le DG de Kix, qui va venir nous raconter ce que c'est que sa société. Ouais, tout de suite. Ça marche. Bonjour mesdames et messieurs, je suis très honoré d'avoir été invité à parler ici. En fait, le Smart City et l'Internet des objets soulèvent une problématique qui a été au cœur du problème du web sémantique pendant longtemps, c'est la question de la confiance qu'on peut avoir dans les données qui sont échangées. Parce que des enjeux économiques très importants vont pouvoir dépendre de données. Évidemment, il ne faut pas que ces données soient altérées, manquent de confiance. Et en fait, j'ai fondé la société Kix sur une idée qui au départ est née de la problématique du web sémantique, qui consiste à permettre que deux opérateurs à distance, programme ou humain, puissent être certains de voir la même donnée et de savoir que cette donnée est intègre et authentique. Et en fait, cette solution, on la propose dans le cadre de Smart City comme une solution idéale pour l'open data et dans certains cas, évidemment, pour les échanges dans l'Internet des objets. Et en fait, les propriétés fortes de cette solution, c'est que les opérateurs qui produisent de l'open data, qui ne sont pas forcément très motivés à produire de l'open data, puisque c'est un travail qui ne leur apporte pas beaucoup, avec notre solution, peuvent publier n'importe quel format de fichier. En fait, on traite plus de 250 formats de fichiers différents. Et ils vont pouvoir déposer ces fichiers sur des espaces qui n'ont pas besoin d'être protégés. Donc c'est une solution qui ne dépend pas d'infrastructure. Donc là encore, ça ne génère aucun coût. Et les opérateurs qui vont vouloir exploiter ces données vont pouvoir les exploiter en étant dans une confiance absolue que la donnée est intègre. Et donc c'est un élément qui, à mon avis, est assez massivement absent des discussions dans le cadre de Smart City et de l'Internet des objets. La problématique de la confiance dans les données. Et en fait, il y a une solution assez simple pour ça. Donc, nous, on a un brevet qui protège le procédé sous-jacent. La société Kix existe officiellement depuis novembre 2014, mais le projet existe depuis plus de 2 ans. Et il est disponible sous forme d'une application que les gens peuvent utiliser pour faire de la collaboration sociale pour l'entreprise, qui est sans infrastructure, mais également elle est disponible pour des projets open data sous forme d'une brique OEM qui peut être intégrée dans des voilà. Excusez-moi, je suis désolé Laurent, on va devoir. On est malheureusement un peu pressé par le temps. Donc je vous remercie d'assister à ce débat sur réseau et data, la nouvelle donne des entreprises. Pour en parler avec moi cet après-midi, il y a Bernard Castille. Donc Bernard Castille qui est le directeur Méditerranée de RDF. Il y a Jean-Luc Chauvin, le président d'UPE13, l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Philippe Sageot, qui est vice-président d'IBM France, en charge de l'initiative Smarter Cities. Et Guy Mamoumani, qui est le président du Syntec Numérique. Alors d'abord, concernant les réseaux, on va commencer avec vous, Bernard Castille. Il y a un double défi, il y a celui de la transition énergétique et puis de l'optimisation de la consommation d'énergie. Vous déployez les compteurs intelligents Linky. De manière générale, quels sont les défis liés à la connectivité dans ce nouveau réseau que vous déployez en ce moment? Alors, pour un opérateur de réseau, la transition énergétique est un formidable défi. Dans un fonctionnement normal de l'électricité, la production est centralisée et va jusqu'au point de consommation. Avec la transition énergétique, on assiste à un développement des énergies renouvelables. Elles sont locales, elles sont intermittentes, puisque c'est souvent solaire ou éolien. Et il faut intégrer donc ces énergies avec une obligation en électricité, c'est qu'à chaque instant, la production soit égale à la consommation. Alors ça veut dire qu'il faut que nos réseaux deviennent un peu plus intelligents. Alors on parle souvent de smart grid, mais pour qu'ils deviennent un peu plus intelligents, il faut collecter beaucoup de données chez les clients, chez les usages de nos clients. Et pour ce faire, on installe des compteurs communicants à partir de fin d'année. Et c'est un travail de longue haleine. Hein, on se lance dans un marathon de 5 ans où on va changer l'ensemble des compteurs chez l'ensemble des clients. Et pour être sûr de bien comprendre, chez vous, c'était véritablement un impératif de toute façon d'aller vers ces réseaux intelligents avec l'éolien, avec le solaire. C'était véritablement une nécessité industrielle.
Absolument, parce que, comme je dis, ces énergies renouvelables, elles sont intermittentes, donc il faut qu'on puisse équilibrer cette production égale consommation. Ça veut dire qu'aussi, il faut avoir beaucoup plus d'informations sur les consommations de nos clients. Et c'est le compteur Linky qui nous permettra de l'avoir, puisque ça permettra de recueillir un certain nombre de données de consommation chez les clients qui nous permettront de mieux équilibrer notre réseau de distribution. D'accord. On va passer, maintenant je vais donner la parole à Philippe Sajot, donc d'IBM. Vous êtes en charge donc, du projet Smarter Cities, donc vous connaissez très très bien les problématiques liées à la ville intelligente, mais concrètement sur les réseaux en dur, quels sont les défis, quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés? Bien, bonjour à tout le monde. Donc on va peut-être parler plus largement du réseau et de la donnée, parce que je trouve que c'est un peu réducteur. En fait, les réseaux et les données sont le fondement de la transformation numérique de la société. Cette transformation numérique, on va en parler ensuite au travers de la ville, mais c'est globalement la société. Aujourd'hui, 88% des gens vont sur Internet avant de faire un achat. 78% des gens veulent recevoir des offres personnalisées. Donc il y a une demande très forte sur le sujet. 2-3 repères encore. 13 000 applications mobiles sont téléchargées toutes les minutes. Et 2 fois plus d'objets sont connectés aujourd'hui qu'il n'y a d'individus sur Terre. Tout cela pour dire qu'au-delà des réseaux qui existent et qui se multiplient dans leur nature, on parle de LoRa, on parle de Sigfox abondamment, donc on voit bien que l'offre est riche. De la donnée, et on va produire 300 fois plus de données qu'aujourd'hui dans les 5 ans qui viennent. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des changements d'usage. Et ces changements d'usage vont impacter la ville, on en parlera juste après. Et pour faire ça, finalement, c'est quoi qui supporte tout ça? C'est quatre mouvements technologiques majeurs qui sont utilisés, d'ailleurs aussi dans les smart grids. C'est d'abord le cloud, avec l'élasticité, l'accessibilité rapide, le coût faible. Et pour IBM, on a investi justement en France pour avoir des données en France. On en reparlera peut-être plus tard. La mobilité, parce qu'on n'imagine plus aujourd'hui qu'on puisse faire quelque chose sans avoir une application mobile qui correspond à ça. Mais ce qui veut dire que derrière, il faut être capable de développer agile, de modifier tout le temps. Et là aussi, on fait des efforts et on a développé des studios pour faire ça. Les réseaux sociaux, qui impactent à la fois la vie du citoyen, mais la vie de chacun. Et bien sûr, l'analytique, c'est-à-dire tout ce qui va apporter de la richesse et tirer de la valeur de la donnée brute. Et donc, c'est le réseau, plus la donnée, plus les usages, qui créent la disruption. Et sans répéter ce que tout le monde dit sur Uber et autres, juste pour conclure cette première partie, Airbnb. Airbnb aujourd'hui a une capitalisation boursière supérieure à celle d'Accor sans avoir un seul hôtel. Donc, un modèle économique changé, et on est bien au-delà du réseau de la donnée. Les usages font que le modèle économique change aussi. D'accord. Bon, on va passer à vous maintenant, Jean-Luc Chauvin. Donc, au niveau des entreprises, de manière un peu générale, où on en est dans l'utilisation de la donnée et le déploiement de nouveaux services. Quand on s'était parlé il y a de ça quelques semaines, vous me disiez que globalement, on avait, certaines entreprises avaient pris le pli très rapidement, et puis d'autres avaient un petit peu plus de mal. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ça? Oui, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Juste une précision, donc je ne suis plus président du PE13 depuis lundi soir. Je passe président depuis lundi soir. Mais ça, c'est un détail. Non, en réalité, au niveau des entreprises, je crois qu'il y a 2 périodes. Parce qu'il faut se dire les choses. Là, on parle de tout ça, c'est bien, mais il y a 2 périodes. Il y a une première période où, pour la plupart des entreprises, la révolution numérique, c'était les nouveaux intervenants, les nouveaux usages. Je dirais c'est la post-bulle des opérateurs, de la téléphonie, tout le monde. Et en gros, si je le traduis en langage d'entrepreneur, ça c'est fait pour des nouvelles utilités, des nouvelles applications. C'est pas fait pour nous dans nos métiers traditionnels. Et puis il y a une deuxième étape, il y a un deuxième passage qui est en train de s'opérer et qui s'opère pas forcément de façon simple actuellement, ou depuis 2010-2012, je sais pas très bien, on en parlera peut-être tout à l'heure avec mon ami du Syntec numérique. Les entreprises se rendent compte qu'en fait, la révolution numérique, c'est pas une révolution pour des nouvelles entreprises, des nouveaux métiers, mais en fait, ça touche d'abord les métiers traditionnels. Seulement, on va continuer à faire les mêmes métiers de la même façon qu'avant, ou du moins un peu différemment grâce à des outils. Mais on va faire les mêmes métiers. Vous me parliez de l'immobilier, par exemple. Alors, bon, je parlais de l'immobilier, puisque quand on a préparé, c'est ce qu'on se disait, c'est un peu le métier que je connais bien. En gros, pour faire simple, on continuera à gérer un ensemble immobilier de la même façon, on continuera à gérer un appartement, on continuera à le vendre, on aura besoin du contact. Sauf qu'on ne fait plus du tout le même métier de la même façon.
Ce qui est vrai avec une partie d'économie, notamment l'économie des usages qui a été créée, on parlait d'Airbnb ou de Uber Pop, ça reste quand même des exceptions sur des niches qui changent de comportement. C'est des évolutions de comportement de tendance sociétale. C'est pas vrai pour tous les métiers. En revanche, les outils et l'intégration des outils est indispensable parce que les clients veulent beaucoup plus d'infos, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils vont d'abord chercher sur Internet, ils vont comprendre. Ils veulent avoir un retour beaucoup plus rapide, ils veulent être en contact beaucoup plus rapide. Et je crois que ça fait évoluer. Et puis, en gros, il y a un autre paradigme qui s'est produit en même temps, c'est qu'avec cette révolution numérique, le monde est à portée de main. Et quand je dis ça, je dis une banalité, mais absolue. Si ce n'est que ça change tout. Ça change tout. Avant, pour avoir un renseignement, on allait... mais avant, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 10 ans, on allait voir la proximité des fournisseurs qu'on pouvait connaître. Aujourd'hui, peu importe où est le fournisseur, on est capable de chercher, de trouver. Quand on veut avoir une information, on chercher. La chercher, c'est très simple parce que par les réseaux sociaux, par Internet, on trouve. Donc il y a vraiment une évolution. Et au niveau des entreprises, je crois qu'il y a un vrai défi. Il y a celles qui prennent conscience, qui vont l'intégrer, et qui probablement, je vais être un peu dur, mais vont exister, vont se modifier, vont vivre. Et il y a celles qui n'arrivent pas à prendre conscience et qui prennent du retard tous les jours et qui probablement vont disparaître. Alors justement, probablement vont disparaître. Si juste je termine avec ça, je dis quoi? Je dis qu'en gros, je pense que les entreprises sont beaucoup plus en retard que les consommateurs. Que ce soit alors c'est ce qui est le plus fou, que ce soit des consommateurs, que ce soit du B2C, mais aussi du B2B. C'est-à-dire que souvent le fournisseur est moins en avance que son client. Le client, il aimerait, ou il a envie, ou il est déjà. Mais quand on est entreprise, on est client de quelqu'un, on a envie, mais quand on veut donner à son client, on ne sait pas faire. Pourquoi ? Globalement, on a d'abord, dans les dernières enquêtes, un premier sujet qui sort, c'est que 45% des entreprises disent que c'est pas possible de réorganiser leur entreprise pour tenir compte des nouveaux usages, des nouvelles technologies, de la réforme numérique. Rigidité organisationnelle. Peut-être que justement sur ce point-là en particulier, Guy Mahoumani va pouvoir nous éclairer parce qu'il le connaît bien. Mais en gros, vous étiez pour le coup assez dur aussi là-dessus. Pour vous, les entreprises françaises ont quand même clairement pris du retard à l'allumage et pour le moment, on traîne un peu les pieds concrètement. Absolument. Alors donc, vraiment, je partage tout ce qui vient d'être dit. Il faut quand même le souligner. Le citoyen, le consommateur, le patient est très, très numérisé aujourd'hui. Il suffit de voir le nombre de smartphones, le nombre d'utilisations d'Internet, le e-commerce sur Internet. En revanche, en effet, les entreprises françaises sont très, très en retard. D'ailleurs, j'ai lu sur un tweet tout à l'heure que quelqu'un avait dit que les entreprises françaises étaient un peu en retard. Non, elles sont très gravement... C'est moi qui l'ai tweeté d'ailleurs. Ah, très bien. Eh bien, non, elles sont très, très en retard. J'en veux pour preuve toutes les études. Vous pouvez les consulter, le rapport Lemoine, les études McKinsey, etc. Je fais moi-même partie d'un comité d'experts qui fait un classement des sociétés du CAC 40. Et franchement, c'est assez pathétique, franchement, parce que quand on voit les grosses sociétés françaises qui devraient être à la pointe, eh bien, on prend beaucoup de retard là-dessus. Alors, il semblerait que cette année, il y a eu quelques progrès. Alors, monsieur, juste pour répondre à votre question, c'est vraiment, c'est vraiment 2014-2015, la prise de conscience. C'est pas 2012, malheureusement, malgré tous les efforts que le Syntex numérique fait et tout ce que nous disons partout. Alors, ça pose un grand problème parce que si je devais un peu nuancer ce qu'a dit mon collègue d'à côté, ce n'est pas une évolution. Voilà. C'est une véritable révolution. Nous sommes entrés dans un nouveau monde. Les notions de temps, de distance, de propriété, d'emploi sont toutes remises en cause. Donc là, vous citiez l'exemple de l'immobilier. Non, il va y avoir un problème parce que aujourd'hui, les jeunes achètent de moins en moins de voitures, en tout cas à Paris, utilisent Autolib, Vélib, Blablacar. Vous allez avoir le même phénomène sur les appartements. Ça commence sur les résidences secondaires, et je pense que ça ira plus loin. La notion de propriété est en train de révolutionner finalement notre société. Voilà. Ce n'est plus la même société. Alors, ce n'est pas la peine de chercher à résister, parce qu'on a en effet beaucoup, comme vous l'avez dit très justement, beaucoup d'entreprises
savez, qui disent « Ah ben non, moi ça ne me concerne pas, et moi je suis à l'abri, et moi j'ai de la logistique. » Voilà. Alors il y en a toutes les bonnes raisons de ne pas y aller, mais eh bien, tous ceux qui vont raisonner comme ça seront absolument balayés par le tsunami qui est en train de venir. Et il est très important, pour finir et conclure par rapport au sujet de notre table ronde, eh bien, de s'équiper vraiment au plus haut niveau, parce que la France, je lisais encore hier un classement où nous étions classés 3e en termes de rapidité, mais dans les derniers au niveau européen en termes de couverture. Et là, puisque nous nous adressons à toutes les entreprises, la PME du fin fond de l'Ardèche, eh bien, il faut qu'il y ait une couverture absolument importante pour permettre à toutes ces entreprises de se développer, de faire leur transformation. D'accord. Alors juste Jean-Luc Chauvin, avant de vous redonner la parole, je vois que vous voulez réagir, mais juste chez ERDF, je trouve que ce serait intéressant quand même de voir un petit peu comment ça se passe chez vous, parce que, donc, on l'a dit tout à l'heure, chez vous, de toute façon, c'est un impératif d'aller de digitaliser, entre guillemets, la société, mais quel frein concrètement chez vous, à quelle difficulté vous êtes confronté pour digitaliser, numériser véritablement votre entreprise de l'intérieur et puis en allant vers des services nouveaux aussi parallèlement? Alors déjà, je voudrais être moins pessimiste sur le retard. Parce que dans le domaine de l'énergie que je connais bien, j'ai quand même l'impression qu'en France, on est plutôt en avance. J'en prendrai 2 exemples. On est le premier pays au monde à vouloir déployer un programme de 35 millions de compteurs qui permet cette digitalisation de la relation client. On a un certain nombre de démonstrateurs, on en a 18 en France, qui sont regardés mondialement. Et moi, quelque part, j'ai un démonstrateur ici sur le territoire à Nice, qui s'appelle Nice Grid, et je peux vous dire que les Américains nous regardent avec envie. Donc ça veut dire que quelque part, j'entendais tout ce que vous disiez, et c'est vrai sur le retard qu'on peut peut-être avoir. Moi, j'y vois quand même des points positifs où on est en train de prendre ce virage. Alors derrière, prendre ce virage, surtout pour un énergéticien, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. On a juste la sécurité d'alimentation du pays entre nos mains. Et ça pose quelques sujets autour de la cybersécurité et autres, de la protection, à la fois de la protection individuelle des données du client et à la fois la protection du système électrique, puisque avec notre petit compteur dont je parlais tout à l'heure, eh bien on peut téléagir à distance. Bon, vous imaginez bien pas qu'il y ait des petits apprentis sorciers qui viennent s'amuser à jouer avec. Bon, et derrière aussi, ça fait une mutation aussi à l'interne, puisque ça change fondamentalement les métiers du distributeur. C'est-à-dire, vous connaissez ERDF par ces voitures bleues, ces gros camions qui interviennent lorsqu'il y a des conditions climatiques délicates. Ils continuent d'ailleurs à le faire, mais ça veut dire que de plus en plus, on va gérer des fonctions à distance, on va piloter des appareils qui font que les compétences de nos salariés vont changer. Ça veut dire que les métiers vont changer, ils vont quelque part évoluer fortement. Et ça, il faut qu'on accompagne cette mutation. Et c'est là qu'on a de véritables enjeux d'entreprise. Et là, je rejoins ce qui a été dit à la table ronde. C'est un enjeu majeur. Et puis, j'entendais le terme révolution. C'est une véritable révolution. Et si on n'est pas là, eh ben, on ne sera plus là demain, quoi. Là-dessus, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. D'accord. Jean-Luc Chauvin, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir parce que il était évoqué tout à l'heure la difficulté des grandes entreprises ou le retard des grandes entreprises. Mais en fait, c'est presque logique. Pourquoi ? Parce qu'on y évoquait quoi ? Les 4 freins principaux des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est le problème organisationnel, ce qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut former nos collaborateurs et accompagner dans une vraie conduite du changement ou dans une révolution, c'est même plus de conduite du changement, de la façon dont on procède. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'on utilise volontiers tous dans notre vie privée le numérique, les applications numériques, mais au fond, dans l'entreprise, rien n'a été pensé, rien n'a été fait pour. Et donc, on ne sait pas comment l'utiliser. Donc, il y a un déficit, en fait, d'organisation de l'entreprise et de schéma. Et le troisième point qui, moi, me paraît très, très important, je vais être un peu désagréable, c'est que les grands groupes ont peur, justement, de se réorganiser, mais notamment parce que les managers des grands groupes, les patrons des grands groupes, ne sont pas trop numériques. Ils ne sont pas vraiment convaincus. Et la réalité, c'est que, du coup,
quand tu n'es pas toi-même convaincu, tu vois moins bien arriver la révolution. Alors après, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des grands groupes qui soient, précurseurs ou qui portent la bonne parole. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que les grands groupes aujourd'hui qui s'intéressent à ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne changent pas leur modèle économique, ils rachètent des entreprises qui sont à côté, des start-up, je suis désolé, qui sont en train de faire d'une autre façon les choses. Et on se rend compte que l'agilité, la naissance de ces petites entreprises qui sont là, permet la créativité et justement de répondre à la difficulté. Donc on est à la fois dans une difficulté, pour moi, organisationnelle et une difficulté de manager. Et le dernier point, c'est une difficulté financière. D'accord. Alors justement, j'aimerais donner la parole à Philippe Sageot. Donc vous, au niveau de la ville intelligente, encore une fois, vous me disiez que tout n'était pas rose en France, que pas mal de villes avaient pris du retard, notamment dans le déploiement de certains services. Expliquez-nous un petit peu. Alors, je veux juste dire un mot, parce qu'on parlait de prise de conscience récente. Et je disais la semaine dernière, il y a des entreprises du CAC 40, donc LVMH par exemple, ou Accor, qui viennent de nommer des Chief Digital Officers. Donc qui représentent bien cette prise de conscience interne pour changer de nouveaux modèles. Alors si on fait le parallèle par rapport à la thématique de ce congrès en fait, et au sujet de la ville, alors bien évidemment on pourrait tout de suite dire la ville a les mêmes soucis que les entreprises, et peut-être même encore un petit peu plus, puisqu'il y a la complexité des élus et des fonctionnaires qui sont finalement deux couches qui dirigent les villes. Mais d'abord je voudrais juste donner un point de vue sur Smart City, parce que finalement, et nos amis de la Tribune ont fait des congrès dans toutes les villes cette année, on pourrait se dire, c'est un truc de mode, finalement on surfe là-dessus, et puis... Mais il faut bien comprendre que le problème de la ville intelligente, c'est en fait, on est parti de la révolution numérique à cette table depuis le début, mais il y en a deux autres de révolutions. Il y a la révolution démographique et urbaine. On va être 10 milliards d'individus, 70% qui vont vivre dans les villes en 2040. Et pour le traduire en un chiffre qui est plus parlant, ça veut dire que 1,3 million d'individus rejoignent les villes chaque semaine. Et donc la troisième révolution qui est derrière, c'est la révolution climatique. Et on parle beaucoup de la COP21, donc je pense que tout le monde fait tout de suite un lien direct. C'est que si on veut continuer à vivre dans nos villes, il faut bien faire quelque chose. Donc la ville intelligente, c'est pas la ville intelligente, c'est la ville finalement durable. C'est comment on fait pour continuer à vivre en recevant tous ces gens qui arrivent dans la ville et mieux qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui est posé. Cette semaine, dans Acteurs Publics, il y a un sondage qui est sorti sur la ville intelligente et un autre point de vue qui est qu'est-ce qu'en veulent les citoyens. Et je pense que c'est pas mal de leur poser la question finalement. La première chose, c'est la ville intelligente doit être au service de la réduction des coûts. Bon, entre parenthèses, des impôts. Fermez la parenthèse. Mais bon, au moins le message est clair. Et le deuxième message de ce sondage, le deuxième point de vue demandé par les citoyens, il est plus surprenant, c'est la sécurité des biens et des personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand on discute dans ce genre d'assemblée, on parle d'attractivité, on parle de nouveaux usages, etc. Les gens, ils veulent réduire les coûts et la sécurité. Et aujourd'hui, chez IBM, on est depuis 2 ans dans ce basculement. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, on a parlé des nouveaux usages, de la ville intelligente, etc. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas y avoir de projet s'il n'y avait pas un apport de réduction de coûts ou de compétitivité à la collectivité. On ne va pas répéter ce qui se passe en France avec la DGF et les moins 17% d'année en année, etc. Mais c'est des millions qui sont en train de disparaître dans les collectivités. La structure des collectivités avec 60% de masse salariale qui ne va pas se changer du jour au lendemain, fait qu'il faut absolument aider à réduire les coûts. Je ne prendrai qu'un exemple et j'arrêterai. C'est ce qu'on a fait à Madrid, par exemple, où on a déployé en fait tout un ensemble de solutions autour d'une plateforme et de relations citoyens qui permet de remonter des capteurs, qui permet de remonter des points de vue citoyens pour mieux gérer les fournisseurs, mieux gérer le patrimoine. Et Madrid pense gagner entre 10 et 20% par rapport à cette conduite temps réel finalement de ce qui se passe et pouvoir influencer sur ce qu'avant ils payaient au forfait. Et puis vous avez vu que le président Estrosi a parlé tout à l'heure de la gestion des déchets. La gestion des déchets à Nice, c'est un projet qu'on a conduit avec Veolia, et la remontée des capteurs, l'optimisation des tournées des camions qui doivent tout de même les faire avec une prédiction du trafic 1 heure, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros gagnés par an. Ça c'est chiffré, ils savent exactement comment ça va leur apporter, et donc là c'est concret. D'accord. Guy Mamoumani, comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner mieux les entreprises pour
pour qu'elles arrivent enfin à proposer des services adaptés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut activer le levier politique. Justement, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une lucidité à avoir. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une lucidité par rapport à la situation de la transformation digitale de nos entreprises. En revanche, ce qui est un point fort, et je suis bien placé pour en parler, c'est notre industrie du numérique elle-même, qui, justement, est une force de notre pays, puisqu'il faut le rappeler, c'est 400 000 salariés, c'est une croissance de 20% sur les domaines qu'a évoqué Philippe, dans les réseaux sociaux, la mobilité, l'analytics, le cloud, et qui en plus crée des milliers d'emplois, qui a la qualité de se fonder sur un système d'éducation, de formation de très haut niveau. Donc tout ça nous donne les armes pour répondre à ces enjeux qui ont été parfaitement expliqués. Donc il faut absolument que nos pouvoirs publics, qui sont, comme vous l'avez très bien dit, souvent allergiques au numérique, il faut rappeler quand même que sur le bureau de notre président de la République, il n'y a toujours pas un ordinateur. Et puis que, par exemple, Madame Touraine, quand elle fait... Oui, c'est ça, ce sera trop tard. Que Madame Touraine, quand elle fait son plan d'économie pour la santé, 226 pages, elle ne prononce pas le mot e-santé ou numérique. C'est absolument surréaliste en 2015. Et c'est là qu'on voit la situation. J'insiste là-dessus. C'est ça la situation. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut rappeler que sur les entreprises, par exemple, j'ai participé à une table ronde à Bercy où il a fallu que je me batte pour que les représentants du MEDEF et de la CGPME acceptent l'idée de la facturation électronique lorsqu'ils facturent avec l'État. C'est-à-dire que c'est les entreprises qui résistaient. C'est quand même dramatique. Pour une fois qu'on a un État qui veut se bouger, les entreprises refusent. Donc vous voyez, on est dans un ensemble un petit peu résistant à cette transformation, alors qu'on a tous les moyens, en effet, tous les moyens, toutes les technologies, toutes les compétences, les capacités on nous envie dans le monde entier. Donc c'est ce lien qu'il faut absolument que nos pouvoirs publics prennent, dont ils prennent conscience. D'ailleurs, ça commence à bouger. Heureusement qu'on a un Macron maintenant qui a quand même compris ces sujets-là depuis quelques années, qui les porte, en créant par exemple l'industrie du futur. Donc il y a tout un ensemble à mettre en mouvement et sur lesquels nous avons beaucoup de difficultés par, en effet, le manque de maturité numérique de ces élites et de ces gouvernants. Alors justement, Jean-Luc Chauvin, là-dessus, on a des freins au niveau des entreprises, on a des freins au niveau des collectivités et à un niveau plus politique. Comment est-ce qu'on peut faire pour relancer un petit peu cet écosystème d'après vous? Alors, il y a un autre frein qu'on n'a pas vraiment évoqué, c'est la situation financière de nos entreprises. Puisque, en fait, en gros, cette transformation pour l'entreprise, c'est un investissement. Et pour faire un investissement, il faut avoir un certain nombre de marges. On a un niveau de marge qui est très faible aujourd'hui, qui est le plus faible d'Europe, l'un des plus faibles du monde, qui freine, en France particulièrement, la tendance à prendre des risques, à innover, alors qu'on ne sait pas combien on va gagner réellement. On sait après l'expérience de Nice qu'on a gagné des centaines de milliers d'euros. Avant, on savait qu'on allait en gagner, mais on ne savait pas combien. Et donc, ça diminue. On ne connaît pas la rentabilité avant, parce que c'est un nouveau modèle, et donc ça diminue la réactivité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un peu ça la question. Je crois qu'il n'y a pas 40 solutions. Une des premières solutions, c'est que les organisations professionnelles, le Syntec bien sûr, mais l'ensemble des organisations professionnelles, les interpros, le MEDEF, la CGPME et les fédérations patronales de branches doivent s'emparer du sujet et doivent expliquer clairement qu'en réalité, dans 5 ans, mais ça ira beaucoup plus vite que ce que les gens pensent, dans 5 ans, où le monde aura changé, l'entreprise se sera adaptée, elle sera encore là, ou elle sera en danger de mort. De la même façon, il faut porter ce langage dans la vie de tous les jours pour que les salariés et les collaborateurs en prennent conscience aussi. Moi, je suis frappé, je dis souvent une phrase dans mon entreprise à mes collaborateurs qui se plaignent de l'évolution. Oui, mais maintenant, avec les mails, on reçoit des centaines de demandes par jour. Ouais, c'est vrai, mais quand tu es consommateur, tu fais quoi? Tu fais des mails toi aussi pour demander? Oui, mais alors pourquoi tu aurais droit toi quand tu es consommateur et pourquoi ton client en face tu lui aurais pas droit? Il faut simplement accepter de s'organiser autrement. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez, on a toujours fait comme ça face à c'est nouveau. Donc c'est mieux. La contrainte, elle est là. Et là, il y a une vraie prise de conscience. Organisation patronale envers les entreprises, mais c'est l'ensemble de la société. Et après, pour les élus, puisque c'était le dernier morceau de la question, je crois qu'en réalité, il y a 2 générations. Il y a ceux qui l'utilisent déjà au quotidien, qui tweetent, qui sont là et qui ne savent pas vraiment comment il faut le faire, comme la plupart d'entre nous.
mais qui sont prêts à franchir le pas. Il faut un peu les accompagner, leur donner des idées. Et là, les initiatives d'IBM et des grandes entreprises de ce secteur sont bonnes. Et puis, il y a ceux qui sont encore réfractaires, mais en gros, je dirais c'est comme les entreprises. Il y a ceux qui resteront dans 5 ans, il y a ceux qui vont disparaître, quoi. Soyons clairs. Il y a quand même des solutions du côté des entreprises. Bernard Castille, vous ouvrez une partie de vos données, notamment à des startups. Alors, pas toutes, parce que certaines, on peut pas tout lâcher. Mais justement, vous sollicitez l'écosystème des startups pour pouvoir développer de nouveaux services. C'est un des leviers que vous avez trouvé pour... Alors, c'est vrai que notre engagement dans le numérique... c'est de savoir aussi comment on peut mieux travailler plus vite. Et on voit bien qu'il y a cette notion de constante de temps. Et le développement de la relation avec les startups, pour des grandes entreprises comme nous, c'est vraiment un enjeu majeur. D'ailleurs, tout à l'heure, je remettrai un prix à quelques startups qui ont travaillé pour nous. C'est une page de publicité. Mais non, plus sérieusement, sur des domaines où on a besoin de recherche, eh bien... elles ont l'agilité pour pouvoir travailler avec nous et je pense qu'on a un véritable enjeu, nous, grandes entreprises, pour faciliter l'insertion de ces petites entreprises, de construire des projets ensemble, parce que l'idée, c'est pas de leur donner un chèque, c'est de leur dire comment on peut construire un projet ensemble, le développer et puis peut-être vous donner le pied à l'étrier derrière pour que ce projet fasse des petits et donne d'autres idées. Et c'est ça aussi le sens du numérique. Alors Philippe Sageot, comment vous construisez votre innovation de manière générale ? Ce que je voudrais qu'on dise peut-être à cette table, après ce qu'on vient de se dire, le retard ou pas, enfin, c'est toujours très subjectif, hein, mais bon. Je pense que la question, et monsieur le disait sur les entreprises, il y a aussi une question d'investissement à un moment donné. La ville intelligente ou les smart cities ont connu une phase où on était un peu dans l'incantatoire et la communication. Et donc effectivement, quand on prenait le budget d'une ville, ça pouvait être quelques centaines de milliers d'euros. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va transformer. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'engagement des élus, ou en tout cas la prise de conscience que les élus devraient faire, c'est si vous prenez une métropole, en gros, il y en a 13 en France qui dépensent autour d'1 milliard chaque année. Et ce milliard, il est composé de certaines strates bien connues, le déchet, l'eau, les transports, la sécurité, etc. La question, c'est qu'il faudrait que dans tout nouveau projet qui est porté, cette question de la transformation numérique se soit posée. Et je prends un exemple qui est assez parlant, je pense, et qui est très connu dans le monde du transport. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des directions de transport qui vont se battre pour dépenser 30 millions pour avoir un point de tram supplémentaire, un arrêt supplémentaire. Par contre, si on leur dit de mettre 3 millions dans un outil numérique qui va leur permettre d'optimiser le réseau, voire de faire un report modal réel vers le secteur, ils vont dire non, c'est trop cher. Voilà. Et ça, c'est le vrai sujet. Donc, il ne s'agit pas de rajouter de l'argent que les collectivités non plus. Il s'agit de retraiter l'ensemble des projets et de se poser la question en disant en quoi la transformation numérique va changer la nature du projet que j'aurais posé 5 ans avant d'une autre manière. Guy Mamoumani, je vous vois acquiescer. D'après vous, le numérique, il faut vraiment que la question du numérique soit traitée à la source et pas simplement en parallèle ou après coup. Ce que vient de dire Philippe est essentiel. Voilà. C'est qu'on ne demande pas à nos pouvoirs publics de dépenser plus. On leur demande de dépenser mieux. Je vais vous donner un exemple très simple, celui des hôpitaux. Nous sommes tous concernés. Il faut savoir que, allez, je ne veux pas exagérer, mais peut-être que 30 à 40% des nuits d'hôpitaux pourraient être remplacées par des hôpitaux sans murs. Ça veut dire avec des immeubles intelligents dont la technologie est là parfaitement prête, parce que justement nous avons la chance d'avoir des industriels fantastiques en France qui ont tout prévu pour faire des immeubles intelligents. Ça consisterait à garder des gens, des personnes âgées, des malades, par exemple de maladies chroniques, à les laisser chez eux, donc confort du malade, une qualité de soins supérieure à celle que l'on trouverait dans un hôpital, et évidemment une réduction de coûts très sensible. Simplement, et ça c'est le problème, c'est que quand vous êtes le maire d'une commune ou le président d'une région, évidemment c'est super d'aller couper le cordon, là, c'est le cas de le dire, pour l'inauguration d'un hôpital, et que c'est quand même beaucoup plus dur de dire « Ah ben moi je vais fermer un hôpital ». Voilà. Or, il faut un courage politique pour dire chaque hôpital aujourd'hui nous crée des déficits colossaux. On a vu une émission là qui a été absolument choquante, même si
c'était une émission de télé, vous savez, sur justement l'hôpital, où on montrait que dans une course, l'hôpital était obligé de faire même des actes inutiles. C'est quand même extraordinaire, tout ça pour dire qu'il est rentable. Donc il faudrait changer tous ces paradigmes, et que ça soit pour les hôpitaux, pour la ville, les universités, pour l'ensemble des services publics dans une ville ou dans un pays, on est tout à fait aujourd'hui à même d'améliorer les performances, améliorer la qualité, réduire les coûts, mais à condition d'avoir une volonté, une compréhension des enjeux numériques et un déploiement massif avec, c'est vrai, ça a été évoqué pour les entreprises et c'est vrai pour l'État, un problème quand même, un grand enjeu d'accompagnement du changement, parce qu'il faut savoir ce qu'on va faire avec les gens. C'est juste, hein, il y a un vrai sujet. Mais il vaut mieux le traiter de front et immédiatement, plutôt que de le repousser éternellement comme ça et d'arriver à un précipice dans quelques années. D'accord. Alors il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Est-ce qu'il y en a? Je ne vois pas. Soyez pas timide. C'est difficile. Donc bon, j'en reviens. Ah, un jeune. Ah, pardon. Jean-Christophe Tortora. Oui, un homme de la transformation. Moi, j'avais juste une question, c'était est-ce qu'aujourd'hui, pour pouvoir accompagner, tout à l'heure Jean-Luc Chauvin a évoqué en disant que les entreprises ont une marge de manœuvre limitée, puisque les entreprises françaises ont une capacité d'investissement peut-être limitée par rapport à d'autres pays, est-ce qu'aujourd'hui, ces transformations, en tous les cas, qu'il faut inciter notamment dans nos PME et dans les PMI, peuvent nécessiter des dispositifs fiscaux ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée aujourd'hui de pouvoir accompagner ces entreprises-là dans leur transformation? Le Chauvin. Enfin, sur le fond, on pourrait concevoir que c'est une bonne idée de faire un accompagnement. Mais au fond, je pense que non. Je pense qu'on crève de trop de réglementations, de trop de niches et de trop de problèmes. Je pense qu'en réalité, il faut redonner de la liberté. L'entrepreneur, il est là pour faire développer son entreprise. Et il est là pour évoluer. Celui qui n'arrive pas à évoluer, il va disparaître, et celui qui évolue va se développer. La preuve, la tribune, nouveau modèle en difficulté, repris, réorganisé pour y arriver. Et je crois qu'en réalité, il faut arrêter de demander aux autres. Par contre, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'est peut-être pas au rendez-vous et au niveau, c'est qu'on a des marges de manœuvre moindres. Ceux qui essaient sont en train de démontrer aux autres que finalement ils recréent une zone de prospérité. On est en croissance zéro, on est en difficulté sur plein de sujets, on a des marges très faibles, très bien. Pour autant, ce n'est pas une excuse, parce que dans 5 ans, on n'existera plus si on ne prend pas le virage. Donc je ne suis pas forcément favorable à des aides, à des complications supplémentaires. Je crois qu'il vaut mieux expliquer, faire et apporter des éléments de réponse, comme ça a été vu sur les déchets de Nice, où on dit là, on économise des centaines de milliers d'euros, et c'est comme ça qu'on recrée de la marge positive. En gros, je suis favorable à l'explication et au fait que chacun change de logiciel, de vue des choses, plutôt que d'attendre toujours de l'État et des autres qu'on vienne nous aider, parce qu'au fond, c'est l'inverse du comportement de l'ADN de l'entrepreneur. Donc, et surtout, c'est de ce dont on se plaint, parce que ça nous empêche d'entreprendre normalement. Donc voilà, je suis plutôt favorable à nous laisser y aller. Alors, si c'est juste, je suis d'accord, hein, mais on va dire qu'on a quand même besoin de faire des modèles, voilà, et montrer que c'est faisable, que c'est envisageable. Donc je veux prendre pour exemple ce que nous sommes en train de faire. Le Syntec Numérique est très engagé avec le programme Industrie du futur, où là, on est en train de réunir tous les industriels sous la houlette de M. Macron, justement pour prendre 15 sites où on prend des PME industrielles et on montre qu'on peut les transformer et que l'on peut finalement... c'est une sorte de labo, quoi, labo pour que tous les autres disent « Ah bah oui, c'est jouable et pourquoi pas ?» Sur les aides, je suis plutôt d'accord avec vous, monsieur. Oui, j'aurais posé une question complémentaire. Vous dites il ne faut pas dépenser plus, il faut dépenser mieux. Donc ça pose un problème de la gouvernance, de l'implication de l'État. C'est un débat où il n'y a pas de politique. Qu'est-ce que vous pourriez proposer aux politiques, au sens le plus large du terme, pour qu'effectivement
on gagne en efficacité. Bonaparte avait une définition, ne pas faire, faire faire, ne pas laisser faire. Nous avons fait par exemple 2 livres blancs sur la santé, où on a étudié dans le monde entier comment sont traitées 5 maladies chroniques, et on a prouvé qu'on pouvait faire économiser 2 milliards d'euros par an à la sécurité sociale. Le seul problème, c'est que ça, on leur a donné aux différents ministres, hein, les livres blancs, et tous les services les ont lus, etc. C'est que encore aujourd'hui, une personne peut aller voir 4 fois un médecin dans la journée, on va lui rembourser ses 4 visites. Un acte de télémédecine n'est pas remboursé. Voyez, donc si vous voulez, moi j'ai beau faire mes études, mes livres blancs, les tables rondes et autres, tant qu'on n'aura pas cette décision finalement de dire, excusez-moi, hein, bon, mais les médecins, je suis désolé, peut-être dans la salle, je suis désolé, ça va faire moins de business pour vous, hein, parce qu'on va faire de la télémédecine. Et puis les hôpitaux, vous savez, hein, les gens ils vont moins venir, hein, je suis désolé aussi. Il faut que quelqu'un dise ça à un moment ou à un autre. Alors moi, je le dis, hein, mais je n'ai pas du tout le pouvoir pour aller dans cette transformation-là. Et chaque fois que l'on fait des événements sur la e-santé, je dirais avec l'ensemble des parties prenantes, eh bien tout le monde est conscient, personne ne prend de décision. Moi, je reviendrai juste sur ce point en disant qu'en fait, je crois qu'il faut donner les moyens aux politiques de prendre le nouveau logiciel. Et on gagnera par quick win, comme dans l'entreprise, c'est-à-dire des expérimentations rapides. On va essayer, il faut donner les éléments à des décideurs politiques d'essayer tel sujet et de dire, puisque ça marche, on le fait savoir aux autres. Je reprends l'exemple, c'est l'exemple de Nice. Nice, il y a eu 2 exemples qui ont été donnés ce matin par Estrosi qui sont très intéressants. Les déchets et la ligne de tramway. C'est vous qui l'interviewez. Sur la ligne de tramway, là où il y a un problème, qui est quand même un problème qui est en général quasiment le même pour un grand nombre d'autorités d'organisatrices des transports, s'il donne son exemple, l'expérimentation, s'il donne son exemple, les autres auront l'idée et viendront le chercher. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver quelques politiques qui aient le courage de changer de logiciel et d'essayer des choses nouvelles dans quelques secteurs. Et ça, je ne suis pas inquiet. Ça vient, c'est en train de venir, ça bouge, ça bougera. Et c'est cela qu'il faut ensuite médiatiser, qu'il faut ensuite faire savoir. Et c'est ceux-là qui doivent quelque part être les promoteurs de cette nouvelle période dans laquelle on est rentré. Et pour la ville, il faut aller vite. Pour la ville, il faut aller vite. Smart City, on en parle depuis maintenant chez IBM depuis 6 ans et demi. Les Anglais, il y a 3 ans, ont décidé d'aller vite. Ils ont mis 62 millions de pounds sur la table en disant à Glasgow, on va montrer ce qu'on sait faire. Il y a 3 ans. En France, on attend depuis 8 mois le décret sur l'Institut de la ville. Peut-être on l'aura avant l'hiver ou avant le printemps. Donc voilà, il faut aller vite. Aujourd'hui, le sujet est lié, les technologies sont là, on sait ce qu'il faut faire, il faut aller vite. Et si je peux juste compléter ce qu'on dit là, aller vite, mais sur un point, pour faire voir ce qu'on sait faire. C'est-à-dire arrêter de saupoudrer. La maladie politique, c'est que je donne un peu à tout le monde de partout, et en réalité, ça ne fonctionne pas. On sait que quand on n'a plus beaucoup de moyens, il faut faire des choix. Et donc on dit, ça va là, on le met là, on l'expérimente là, et quand ça marche, on le développe ailleurs. Voilà, c'est ça l'histoire. Juste pour terminer, mais Bernard Castille, vous me disiez aussi, on dit qu'il faut aller vite, vous me disiez qu'au niveau de la réglementation, il faut aussi simplifier les choses, et que c'est un vrai problème. Ça, c'est effectivement un domaine. Je vais prendre juste un exemple pour ne pas être trop long. Dans le démonstrateur que j'évoquais tout à l'heure, on teste le stockage d'énergie. Installer une batterie chez un client, je peux vous dire, il faut en sauter quelques obstacles, et encore la réglementation n'existe pas. Et donc, ça veut dire que sur ce volet réglementation, alors, il faut probablement l'alléger, mais il faut aussi aller vite. Quand j'entends ce qu'ont dit collègues sur cette table, eh bien, oui, il faut aller vite. Parce que, à côté de ça, la concurrence mondiale n'attend pas. Et ça a été évoqué, on parle de concurrence entre les territoires. Avec les métropoles, c'est le niveau au-dessus qui permet normalement de développer, enfin d'avoir des atouts face à cette concurrence. Mais les autres territoires, en Europe ou dans le monde, ne nous attendent pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.